Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 26 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de l'Assemblée nationale française en visite en Côte d'Ivoire a été reçu ce lundi par le président de la République Alassane Ouattara. Au menu de leurs échanges, la coopération sécuritaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est réuni ce matin pour repenser une nouvelle stratégie de communication. Le séminaire a été présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le but est de créer une plus grande proximité avec les gouvernés, leur faire savoir ce que l'État fait. Plusieurs projets ont été exécutés en Côte d'Ivoire dans le cadre du CEDD, contrat de désendettement-développement. En 5 ans, 83% des projets ont été réalisés dans de nombreux secteurs comme l'éducation-formation, l'emploi, la santé, l'agriculture et le transport. Enfin, au Tchad, les travailleurs du secteur public sont en grève depuis plusieurs semaines. Cela fait maintenant plus d'un mois que ces fonctionnaires ont arrêté de travailler pour protester contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement pour juguler la crise financière qui frappe le pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu le président de l'Assemblée nationale française. Au menu de leur entretien, la coopération sécuritaire entre la France et la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulé. Le président du Parlement français ce lundi devant le président de la République de Côte d'Ivoire. Un moment mis à profit par les deux personnalités pour échanger longuement sur les relations bilatérales. Selon le président de l'Assemblée nationale de la France, un accent particulier a été mis sur le volet sécuritaire. Nos deux pays ont des relations bien sûr anciennes, mais je crois que depuis quelques années, grâce au président Ouattara, à son action à la tête de la Côte d'Ivoire et aux échanges que nous avons dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine de la sécurité, qui est très important pour nous, eh bien, ces échanges sont très fructueux entre la France et la Côte d'Ivoire et ils contribuent aux intérêts mutuels de la France, de l'Union européenne, je crois, on peut le dire, au-delà, et de la Côte d'Ivoire, et là aussi au-delà pour toute la région ici ouest africaine. Pour le président de l'Assemblée nationale de la France, c'est un grand honneur d'être reçu par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, sans tenir compte du caractère privé de son séjour en Côte d'Ivoire, ce qui lui fait dire que cette rencontre constitue à ses yeux une occasion d'apporter sa modeste contribution au renforcement des relations historiques entre les deux pays. Plus loin, à Taï, c'est dans l'ouest ivoirien. Les populations se sont mobilisées ce week-end pour rendre hommage au président de la République. C'est un hommage de reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement dans leur localité. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à l'événement, témoin F. Bouy. Place des cérémonies de Taï, du monde, du beau monde. Les populations dans toute leur diversité sont venues de toutes les contrées du département. Sous l'impulsion du député maire Désiré Nyokonté, elles rendent hommage au président Alassane Ouattara pour son dévouement, son engagement sans faille pour le développement économique et social de toute la Côte d'Ivoire en général et en particulier de Taï. Il a plu à Monsieur le Président de la République d'ériger le 22 mars 2013 Taï en chef-lieu du département. Oui, 2 collèges de proximité sont en construction à Zagné et à Kéibi. Oui, un centre de santé intégré a été construit à Taï. Oui, un programme de récupération de nos villages a démarré et va couvrir 80% de nos villages. Oui, les études pour le développement du pont du Zo à Guido et le pont du Zé sont en cours. Oui, les études pour le bitumage de la route du Taï-Kabou sont en cours. Le vice-président, parrain de cette cérémonie, salue la mobilisation des fils et filles de Taï pour cet hommage mérité. Merci, grand merci pour cette belle et grande mobilisation. Elle est, il faut le dire, exceptionnelle. Le président Alassane Ouattara est un grand bâtisseur qui réalise progressivement et sûrement son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon
Pour lui, ces nombreuses actions de développement ne peuvent se poursuivre à la condition sine qua non que la paix et la cohésion sociale soient des mises dans la région du Cavali. Il est bien connu que la paix est le préalable à tout développement, c'est bien. Je vous exhorte donc à poursuivre votre action dans la cohésion, dans l'attente, dans l'union, dans la franche et fraternelle collaboration, afin que dans la paix, les choses puissent se construire rapidement. Le développement accéléré pour la région de Taï, c'est le vœu de toutes les populations. Cette journée d'hommage au président de la République a été aussi l'occasion d'inaugurer officiellement les locaux de la préfecture et de baptiser la place des cérémonies, place Alassane Ouattara. Nous changeons de décor. Ici, à Abidjan, le gouvernement s'est réuni ce matin pour repenser une nouvelle stratégie de communication. Le séminaire a été présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le gouvernement veut créer une plus grande proximité avec les populations, expliquer et mieux faire comprendre les politiques, décisions et projets de développement, renforcer le dialogue social. Explication détaillée avec Alexis Ouedraogo. Rendre plus efficace la communication du gouvernement, voilà l'essence du séminaire qui s'est tenu ce lundi à Abidjan. Une rencontre pour peaufiner de nouvelles stratégies et trouver les moyens de créer une plus grande proximité avec les populations. Nous notons beaucoup de critiques et interpellations à l'endroit du gouvernement. Cela nous oblige à mettre en place une communication gouvernementale solide et surtout à y intégrer les nouveaux médias, à savoir les réseaux sociaux. Cette communication doit refléter une grande humilité et de la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens afin que ceux-ci se reconnaissent en nous. Car il faut le savoir, communiquer, c'est engager vers et pour l'autre. C'est créer donc de la sympathie. Il s'agit d'une part de mieux appréhender leurs opinions et aspirations profondes et d'autre part d'expliquer et faire comprendre les politiques, décisions et projets de développement afin qu'elles se les approprient. Pour le Premier ministre, c'est un véritable défi pour le gouvernement d'adapter sa communication aux enjeux actuels et futurs, renforcer le dialogue social susceptible de mieux valoriser les résultats et progrès enregistrés dans le pays. La communication gouvernementale doit à cet effet proposer des actions spécifiques susceptibles de redynamiser et rendre plus efficace le message adressé à la population. Ces actions de communication doivent s'inscrire dans le cadre de communication globale du gouvernement, dont le CICG a la responsabilité sous l'autorité du Premier ministre. Il s'agit aussi de renforcer le dialogue social à travers des actions de communication ciblées, en nous mettant davantage à l'écoute des populations. L'efficacité de la communication gouvernementale requiert surtout l'implication de l'ensemble des ministres. Les travaux du séminaire devront permettre donc d'élaborer un document de stratégie globale avec des actions spécifiques et des cibles bien définies. Les gouvernements ivoiriens et français ont exécuté plusieurs projets dans le cadre du CEDD, contrat de désendettement, développement. En 5 ans, 83% de projets ont été réalisés dans de nombreux secteurs comme l'éducation-formation, l'emploi, la santé, l'agriculture et le transport. On en sait plus avec notre reporter Francis Boifo. De désendettement et de développement CEDD après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE. 2 accords signés entre la Côte d'Ivoire et la France entre 2012 et 2017 pour un montant global de 1151,25 milliards de francs CFA. Sur ce montant, on a eu des décaissements, effectivement, en termes de ressources injectées dans notre économie à travers donc des prestations diverses dans les secteurs de concentration de 708 milliards de francs CFA. Nous avons un taux de réalisation de 83%. En termes de projets, 5 ans après, les experts français et ivoiriens se retrouvent pour dresser un bilan et relancer la coopération en termes de développement. Au-delà de cette performance, disons, globalement satisfaisante, nous puissions trouver les moyens d'aller encore plus vite. Les points d'attention, ils peuvent être énumérés, et j'en vois 3 principalement. La qualité d'exécution de ces projets, les délais aussi, qui sont parfois longs, peut-être trop longs, donc cet accent doit être mis aussi sur cela. Et puis un sujet important,
la visibilité à travers la communication. Le contrat de désendettement et de développement C2D a été signé pour répondre aux besoins primaires des populations dans les secteurs de l'éducation-formation, l'emploi, la santé, l'agriculture et le développement rural, la biodiversité, le développement urbain, l'assainissement, les infrastructures, le transport et la justice. Les responsables du port autonome d'Abidjan font aussi leur bilan. Pour l'exercice 2017, le trafic a connu une hausse de 3,8%. L'information a été livrée ce lundi au cours de la traditionnelle rentrée commerciale du port d'Abidjan. Notez que tous les acteurs de la communauté portuaire nationale étaient présents. Cher Koné. Malgré les difficultés qui ont perturbé ses activités en 2017, le port autonome d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne, vient de réaliser de bons résultats. Le trafic est passé de 21 700 000 tonnes en 2016 à 22 550 000 tonnes en 2017, soit une hausse de 3,8%. Par ailleurs, le trafic transit et le trafic de conteneurs ont eux aussi connu un accroissement, respectivement de 3 et 4,4%. L'objectif pour fin 2018 est d'atteindre 5% de croissance. Le bien à l'actif de la vigueur de notre économie, c'est les actions de l'État qui ont créé un appel d'air pour les investisseurs qui alimentent le trafic du port. C'est aussi la production agricole et ça contribue justement à alimenter le trafic. La direction du port n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit accentuer les investissements de l'ordre de 1100 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures ainsi que l'achèvement de plusieurs projets en cours. Les acteurs de la plateforme portuaire saluent dans l'ensemble ces performances dont ils sont les principaux artisans. Toutefois, ils plaident pour la prise en compte des difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités. Actuellement, on a tous compris que il y a d'énormes travaux qui créent effectivement des perturbations, mais qu'au fur et à mesure que les mois passent, les travaux vont vers la finition et que petit à petit, on arrivera à avoir un port moderne. À ces difficultés, il faut ajouter le stationnement anarchique des camions dans la zone portuaire lié au manque d'espace, la forte congestion du terminal minéralier qui a coûté en 2017 un peu plus de 32,2 millions de francs CFA de surestaries payées par les cimenteries installées à Abidjan. Le ministre des Transports, par la voix de son représentant, a rassuré les opérateurs économiques quant au règlement de toutes ces difficultés. Des solutions ont été amorcées, dont la plus marquante reste la construction d'un parking sur l'autoroute du Nord au PK24 pour décongestionner la zone portuaire. Principal port océan des pays de l'Interland que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le port d'Abidjan traite annuellement un trafic de plus de 2 millions de tonnes de marchandises. Une performance signe de la vitalité de l'économie ivoirienne, mais surtout le repositionnement du port d'Abidjan dans le cercle des ports africains les plus compétitifs. La Direction générale des impôts veut aussi relever des défis en cette année 2018. Le directeur général des impôts était donc récemment en tournée dans plusieurs villes du pays, notamment Dabou et Agboville. Aboussié Ouattara est allé s'imprégner des conditions de travail des agents des impôts et de ces localités, des agents qu'il a encouragés à atteindre les objectifs de recettes de 2018. On en sait plus avec Mahama Traoré. Pour 2018, la Direction générale des impôts s'est fixé un objectif de recettes de plus de 2200 milliards de francs CFA. Chaque direction régionale est donc mise à contribution. Celle de Dabou devra ainsi mobiliser un peu plus de 8,7 milliards de francs CFA. En visite de travail dans cette localité pour s'imprégner des conditions de travail des agents, le directeur général des impôts repart optimiste quant à cet objectif de recettes. L'objectif de l'année, vous l'avez indiqué, monsieur le DR, il est de 8 milliards 748. Vous avez pris l'engagement de nous apporter 10 milliards. Mes félicitations anticipées pour les 10 milliards. Aboussié Ouattara s'est également rendu à Agboville. En 2017, la Direction régionale des impôts de l'Agnébi-Tiassa a recouvré 4,3 milliards de francs CFA sur les 4,2 milliards attendus. Pour 2018, l'objectif est de récolter 5,3 milliards de francs CFA. Je n'ai pas peur pour les 5 milliards 3 et je sais que vous n'avez pas peur. C'est à votre portée et je vous fais confiance. En plus d'une dotation en matériel roulant, le directeur général des impôts a profité de cette tournée pour exhorter ses collaborateurs à faire preuve de probité dans l'exercice de leurs fonctions. Plus loin, à Paris, en France, se poursuit le 55e Salon international de l'agriculture, ouvert samedi dernier jusqu'au 4 mars prochain. La Côte d'Ivoire y participe. Ce lundi, 3e journée du SIA, des experts ont réfléchi à la question de l'agriculture biologique. Mais que renferme cette notion? Qu'est-ce que l'agriculture biologique? Élément de réponse avec Noël Niagno, c'est l'un de nos envoyés spéciaux à Paris.
De l'agroécologie, ça veut dire mieux produire sans utilisation de pesticides et sans utilisation d'engrais. De l'avis des experts, l'avenir de l'agriculture passe par cette combinaison. En France, la Drôme a réconcilié ses avantages écologiques avec l'agriculture biologique. Mais actuellement, les agriculteurs conventionnels, ils sont très mal à l'aise parce qu'on leur dit « vous nous empoisonnez avec vos pesticides, vous mettez beaucoup d'engrais, de l'azote qui pollue les nappes phréatiques ou les rivières ». Et donc, c'est une manière de donner la perspective aux agriculteurs et paysans pour construire l'avenir en ayant une meilleure alimentation et en tenant en compte de toute la richesse de nature. Il faut aller au-delà de la Drôme et préparer les générations futures à la découverte de l'agriculture bio. Seulement, voilà, cette agriculture a un prix qui ne freine pas l'ardeur des consommateurs qui acceptent de payer plus cher pour manger mieux. Le bio demande beaucoup plus de travail, donc il revient plus cher. Mais en France, la mentalité elle revient à manger des produits sains et de proximité et de saison. Et comme on a l'ensemble de ces trois facteurs, ça fait que maintenant les gens, tant pis, ils se sacrifient un peu, mais ils préfèrent acheter sain, bon. En 2017, le marché bio français s'est porté à 8 milliards d'euros, en hausse de 11,9% par rapport à 2016. Parallèlement, les parcelles consacrées à l'agriculture biologique a fait un bond de 15%. Pour Dr Sangaré Abdourahmane, directeur général adjoint du CNRA, Centre national de recherche agronomie de Côte d'Ivoire, c'est un retour aux sources de la pratique agricole africaine. Problème, cette agriculture risque de faire long feu devant les exigences de l'heure. L'agriculture biologique est une pratique traditionnelle. C'est comme ça qu'on avait l'habitude de faire. Mais le problème, c'est le niveau de production, la productivité de cette agriculture. Devant un monde où la population va grandissante, il est difficile de faire face à ces défis, surtout pour nous qui avons le défi de nourrir une grande population. D'où la question, est-ce que l'agriculture bio permettra-t-elle de prendre la main sur l'avenir? Et on continue notre voyage agricole. Je vous invite maintenant à faire un tour. C'est ici en Côte d'Ivoire, dans une usine de dernière génération située en zone portuaire à Abidjan. L'usine visitée par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brault, a une capacité de transformation estimée à 60 000 tonnes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la politique d'incitation à la transformation locale de l'ANACAD. Jean-Luc Bambo. Une unité de transformation de la noix de cajou bâtie sur une superficie de 18 000 m² en pleine zone portuaire d'Abidjan. Avec une capacité de transformation de 60 000 tonnes, cette usine est la plus importante installée en Côte d'Ivoire. Initiative d'un homme d'affaires ivoirien, cette usine est, selon le ministre de l'Industrie et des Mines, une réponse concrète à la préoccupation du gouvernement sur la transformation de la noix de cajou. Dans le cadre de l'agro-industrie, la priorité des priorités, c'est la transformation de l'ANACAD. Et c'est pour ça que depuis déjà 5 ans, le gouvernement a mis en place un programme qui vise à encourager les opérateurs à transformer l'ANACAD. Nous avons fait de la promotion, nous avons encouragé les opérateurs nationaux et internationaux à investir dans le secteur. Et aujourd'hui, je viens ici voir un opérateur national, c'est un Ivoirien, qui investit de manière décisive, de manière concrète. L'usine dispose d'un centre d'entreposage de 2 hectares, d'une capacité de plus de 100 tonnes dans la ville de Yamoussoukro, précisément à Toumbokro. Ce centre de stockage permettra également le calibrage des noix de cajou avant d'atteindre l'usine à Abidjan. La réalisation de ce projet est évaluée à 34 milliards de francs CFA. Il devrait générer 2000 emplois. L'usine ouvrira officiellement ses portes en mars prochain. Sur le terrain politique à présent, voyons la conférence de presse du RPCI. La coalition Debout, sauvant la Côte d'Ivoire, constituée du RPCI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, et d'autres partis de l'opposition. La coalition a animé une conférence de presse samedi dernier. Au cours de ce rendez-vous avec les journalistes, le conférencier Bamba Mori-Ferré a fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. Durant les 2 heures qu'a duré la conférence de presse qu'il a animée, le professeur Bamba Mori-Ferré a fait un tour d'horizon de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il a abordé des sujets sur l'économie, la vie des populations dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, sans langue de bois, et il s'est attardé sur le cas de la CEI, la Commission électorale indépendante, institution qui, selon lui, doit connaître un profond changement.
Bamba Morifere appelle les partis de l'opposition à fédérer leurs énergies pour, selon lui, instaurer le changement. Les partis politiques, mouvements, organisations et personnalités signataires de la présente déclaration décident d'instaurer un cadre d'action pour le changement dénommé Coalition Debout, sauvant la Côte d'Ivoire, en vue de défendre la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, réaliser la réconciliation nationale et la souveraineté de la nation, afin de promouvoir une nouvelle espérance citoyenne pour la renaissance de la Côte d'Ivoire dans un véritable sursaut patriotique national. Le RPCI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et les autres partis et mouvements de la coalition Debout Sauvons la Côte d'Ivoire entendent parcourir les contrées du pays pour promouvoir leurs idéologies. Sur le terrain de l'assainissement, à présent, le ministre Claude Isaac Dey a rencontré des émissaires du comité d'organisation du 5e sommet sur la gestion des boues de vidange. L'objectif de cette rencontre est d'apprécier l'engagement de notre pays et ses capacités d'accueil du prochain événement. Chantal Eouma Kandan. Côte d'Ivoire est pressentie pour abriter la 5e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange. Cette conférence, qui vise à rassembler les professionnels travaillant dans le secteur, a pour objectif de partager et de réfléchir à des solutions potentielles, de formuler des recommandations politiques qui favorisent les meilleures pratiques et d'identifier les leçons apprises sur la gestion des boues de vidange, une partie de la prestation des services d'assainissement. Une mission a séjourné dans le pays durant 2 jours, en prospection, pour évaluer les capacités de la Côte d'Ivoire à organiser cet événement. Au cours de la rencontre avec les émissaires internationaux, le ministre Claude Isaac Dey de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire. Sur la question de l'assainissement, il a indiqué que c'est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Claude Isaac Dey a souligné que de nombreux partenaires accompagnent la Côte d'Ivoire déjà dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d'assainissement. Cependant, il a ajouté que les besoins restent énormes. Pour ce faire, une table ronde de mobilisation de ressources additionnelles sera organisée en mai prochain. Au plan économique et politique, Claude Isaac Dey a présenté un environnement sécuritaire stable. Le chef de la délégation des émissaires, Stéphane Rutter, à son tour, a présenté le Fecal Sludge Management, FSM, qui s'occupe essentiellement de la gestion des matières fécales. Il a rappelé que la première et deuxième conférence ont eu lieu à Durban, en Afrique du Sud. Après l'engouement qu'a connu le dernier sommet, les organisateurs ambitionnent réitérer l'expérience en Afrique. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire s'est portée candidate à l'organisation de ce grand sommet qui atteint entre 1000 et 1200 participants. Selon M. Rutter. En attendant ce rendez-vous, il se tient depuis ce matin à Abidjan une rencontre nationale d'identification des cibles des objectifs de développement durable, ODD, prioritaires pour la Côte d'Ivoire. Notez que c'est au siège des Nations Unies en 2015 que les États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable. À l'horizon 2030, ce programme comprend 17 objectifs de développement durable et 169 cibles. Le reportage de Grace Kando dans nos prochains journaux. Il y a 3 ans, soit 25 février 2015, les 15 États membres de la CEDEAO adoptaient la déclaration d'Abidjan sur l'éradication de l'apatridie, un document contenant 26 engagements pour mettre fin au déni de nationalité dans la région ouest africaine d'ici 2024. Et bien, depuis l'adoption de la déclaration, le HCR a noté de nombreux progrès. 7 pays ont également initié des réformes législatives sur les questions de nationalité. Et justement, pour marquer l'an 3 de cette déclaration adoptée ici à Abidjan, le Haut Commissariat aux réfugiés et le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides ont organisé un concours du meilleur journaliste pour la lutte contre l'apatridie. La RTI a raflé le premier prix avec une enquête réalisée par notre confrère Michel Digré. La cérémonie de remise des trophées a eu lieu hier dimanche. Compte rendu, Herman Guivet, Olivier Iriebi. Michel Digré.
C'est l'enquête du journaliste Michel Digré de la RTI qui a fait l'unanimité au sein du jury sur la centaine de productions évaluées. Il remporte ainsi le premier prix du meilleur journaliste pour la lutte contre l'apatridie. Je suis content parce qu'il y a eu une émulation et un nombre important de professionnels de médias qui se sont mobilisés, qui ont participé à ce prix. Et je crois que ce soir, c'est éloquent. Sa production décrypte la problématique de la non-déclaration des naissances à l'état civil et les risques d'apatridie auxquels sont exposés les concernés. Dans les zones dites centre-nord-ouest, plusieurs accouchements sont faits à domicile par des matrones, avec souvent beaucoup de complications. En fait, qu'aujourd'hui, là, c'est nous dépasser. Si nous, toujours, quand on a fait, c'est propre, c'est bon. On a fait beaucoup d'enfants au village. Et puis, les femmes, ils sont contents. En recevant ce prix, on est fiers parce que cela voudrait dire que le travail qu'on a battu n'a pas été vain. C'est une production qui a nécessité 10 ans de tournage. Quand on a atteint ce niveau de production, ce qui nous anime, c'est beaucoup plus l'humilité. Parce que les téléspectateurs attendent beaucoup en termes de professionnalisme, en termes de qualité de production. Il faut se remettre à chaque fois en cause pour essayer de satisfaire les téléspectateurs. Ce trophée est le 6e d'affilée de Michel Digré, après les prix Ebony décrochés dans plusieurs catégories de 2013 à 2017. Le journaliste est par ailleurs chef du service politique et actualité internationale de RTI 1. Voilà, félicitations à Michel Digré qui honore ainsi la RTI. Pour le reste de l'actualité à l'étranger, je vous propose un bref tour en Guinée, au Tchad, où les fonctionnaires sont en grève depuis plus d'1 mois. Nous irons également au Soudan du Sud, le récit de Herman Djivé. Des rues pratiquement désertes, des forces de l'ordre qui tentent de dégager les voies, des barricades posées par des manifestants dispersés en petits groupes, un trafic au ralenti. Voici le visage que présentait la capitale guinéenne ce lundi à l'appel de l'opposition pour protester contre les résultats des élections locales du 4 février, publiés par la CENI. Conakry, ville morte, à l'appel des syndicats et de l'opposition. Au Tchad, les travailleurs du secteur public entrent dans une 5e semaine de grève, raison de ce mécontentement, protester contre les coupes de salaire dans le cadre des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Des mesures qui touchent de plein fouet le portefeuille des familles. Au Soudan du Sud, la MINUS, la mission des Nations Unies déployée dans le pays, annonce avoir appelé à Juba une unité de policiers ghanéens travaillant dans un de ces camps de protection à Wau, dans l'ouest du pays. Certains d'entre eux sont accusés d'exploitation sexuelle. Une autre triste dans ce 20h, le monde de la musique en Côte d'Ivoire est en deuil. L'artiste chanteur Gwen Morgan est décédé la nuit dernière. Artiste phare des années 80, pionnier de la musique moderne en Côte d'Ivoire, Komoé Jean-Pierre, alias Gwen Morgan, était issu d'une famille d'artistes. Il avait révolutionné la musique et le show entouré de sa petite famille. Franck Quadio. Je suis né d'une famille où il y avait des artistes. Et les sœurs à mon père étaient les sœurs Komoé, qui sont, je vous l'appelle, les premières vedettes de la chanson ivoirienne. Jean-Pierre Komoé, aussi vous voulez, Gwen Morgan. J'ai fait ma première production en 70, que j'ai composé le nom Gwen Morgan, donc Morgan qui explose, c'est le pistolet Morgan. Pénètre l'univers musical ivoirien à la fin des années 70, chanteur au charisme déconcertant sur scène, il est très vite appelé le James Brown ivoirien. Ses titres connus, Atani, I Love Africa et le fameux Kokoti Kwadjo. Dès ses débuts, il se distingue sur scène par la présence de sa famille, ses enfants Nicolas, Kaline, sa fille aujourd'hui artiste reggae, et son épouse. Cette démarche, il en est le précurseur. Mais la sympathique famille Komoé sera frappée par la grande faucheuse, d'abord le fils Nicolas, puis le 25 février 2018 dans la nuit, le père Gwen Morgan.
laissant la musique ivoirienne orpheline d'un de ses joyeux trublions. Adieu, l'artiste. Voilà, adieu, l'artiste Gun Morgan. Nouvelle plus gaie à présent avec cette belle performance réalisée par l'Ivoirienne Marie-Josée Talou. Elle vient de signer une éclatante victoire sur 60 mètres à une semaine du début des championnats du monde en salle de Birmingham. La sprinteuse a réussi un chrono de 7 secondes 7. Voilà, merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.